la FIFA fait une sortie où il disait carrément que le Cameroun est un pays qui compte footballistiquement parlant dans le monde. Et lorsqu'il était au Palais d'Unité, il a parlé du canon, du tournai, qu'il fallait que ces clubs renaissent. Je crois que la Renaissance voudrait aussi quand même qu'à un certain moment, ceux qui doivent diriger ce football-là soit clair. Il y a ça, soit légitime, et que, parce que lorsque vous arrivez sans toutefois avoir cette légitimité, honnêtement, vous ne travaillez pas pour le football, vous travaillez pour récompenser ceux qui vous ont permis d'arriver là. Mais si vous arrivez et que vous savez que vous avez une base qui vous a positionné là, cette base certainement a des attentes, vous allez travailler pour consolider, pour réaliser ces attentes-là. Maintenant, nous sommes face à une situation qui est très difficile et honnêtement, on ne sait pas qui sera le futur président de l'Afrique Foot parce que honnêtement, aucun profil ne se dégage, tout est encore sombre. Mais comme il faudra un président, forcément, il y aura quelqu'un qui va lever la tête du lot et on pourra sortir de cette situation qui n'honore pas notre pays parce qu'il faut le dire. Trois normalisations déjà, c'est inédit dans le monde du football et ça prouve quand même à un certain moment que nous avons de la peine à respecter les lois que nous sommes librement dotés. Alors, Hugo Bossoquin, un énième rebondissement dans cette affaire d'Africa Foot. Est-ce que finalement, de ce côté, on va dire que l'Africa Foot est maudite parce qu'à chaque fois, véritablement, il y a toujours un énième texte qui a été bafoué et finalement, parce que s'il faut regarder justement le cas de Seydou Bobo Dioya, tout est parti, n'est-ce pas, de cette plainte de ce club de Menganga qui avait dénoncé, n'est-ce pas, des actes de corruption. Et aujourd'hui, cette plainte est passée puisque, on le soulignait tantôt, à l'aube, n'est-ce pas, du début du CHAN, patatras, cette décision arrive. Oui, cette décision arrive et ce qui est sûr, vous avez posé la question pourquoi est-ce que ça c'est récurrent. C'est récurrent, c'est parce que une partie, vous savez, il y a des membres, il y a des acteurs du foot ici qui ont du mal à s'accommoder un peu à l'esprit fair play. Sauf que ça fait 11 ans déjà. Oui, ça fait 11 ans et ils ont du mal à réaliser qu'ils ont perdu. Ils ne veulent pas se plier au verdict des urnes. Mais toutefois aussi, quand on lit aussi la sentence, on a l'impression que justement, il y a une petite négligence un peu vis-à-vis des gens, des normalisateurs quand ils arrivent. Parce qu'ils ne tiennent pas souvent compte de beaucoup de choses, de certains détails. Parce que c'est pour cela que la FIFA, lorsque le TAS a donné cette directive, parce que vous savez, ils ont donné la sentence, mais en même temps, ils ont donné la directive. Alors, comment ils ont fait ce genre de sentence? Pourquoi? Parce qu'en dehors de cette directive, parce qu'ils se sont rendus compte que chaque fois que le TAS fait souvent ce genre de sentence, chaque fois que la FIFA met une normalisation, surtout avec les acteurs qui ne sont pas des acteurs du foot, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tiennent pas toujours compte des desiderata des acteurs de l'organisation du foot. C'est pour ça que maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le TAS fait cette directive, donne cette directive à la FIFA en leur demandant que, bon, d'habitude, on vous donne souvent des normalisations qui ont échoué. Ça fait 2 normalisations qui ont échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vous propose vous-même de normaliser ça vous-même. Donc, laissez ces acteurs dont on dit qu'ils laissez ces mêmes dirigeants avec les mêmes organes, demandez-leur eux-mêmes de faire une normalisation de ce que eux-mêmes, les autres acteurs n'arrivent pas à faire quand ils viennent. Parce que, en réalité, celui qui vient se faire élire, quand il vient se faire élire, il se fait élire par des textes qui ont été refaits par quelqu'un, par celui qui était censé le faire au départ. Maintenant, quand il ne le fait pas, donc il y a donc quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'ils doivent absolument arranger cela. Et c'est pour ça que moi je suis d'accord, parce que honnêtement, il est temps que les acteurs s'auto-normalisent. Il est grand temps qu'ils s'auto-normaliser. Pour moi, c'est une bonne décision. Et puis on attend de voir un peu des clarifications dans les prochains jours. Et hier, on a vu une vidéo, on a constaté hier qu'il y avait un petit mouvement d'humeur du côté de l'Africa Foot. J'ai fait un tour entre 11h et 13h. Quand j'ai constaté qu'à 13h, il n'y avait toujours rien, je suis parti. C'est après que j'ai vu une vidéo réalisée par des journalistes qui sont proches justement de la CEFAC, où il y avait une vingtaine de présidents. Parce que quand j'étais là, il y avait à peine 12 présidents que j'ai reconnus. Il y avait à peine 12 présidents. Et le reste des personnes, c'était
J'ai l'impression qu'ils ont pris beaucoup de badauds pour venir un peu faire le nombre. Parce que j'ai l'impression que ça m'a un peu rappelé un peu la stratégie utilisée par une certaine période en 2013, 2012, 2013 par David Maïbi pour faire plomber les élections. Et tout à l'heure, je viens de lire une alerte info de notre ami Guy Ojobaman où il dit que certains présidents des clubs ont été appréhendés. Bon, je ne sais pas encore d'autres précisions. Attendons de voir. Parce que le président de club, dans la vidéo que nous avons suivie, le président de Domingo a dit que lui veut se faire recevoir par le président qu'ils ont élu. Parce qu'ils estiment, parce que vous savez, la FECAFOOT, ce n'est pas seulement ceux qui sont là à Tchinga. Hein. La FECAFOOT, en réalité, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord des clubs. Ce sont les clubs qui forment une fédération. Sauf qu'il y a quelqu'un qui chapeaute. Même si quelqu'un chapeaute, et ils aimeraient raconter cette personne qui chapeaute. Donc, on essaiera de voir, mais toutefois, parce que la CEFAC, j'ai un problème avec la façon, le procédé de la CEFAC. J'ai un gros problème avec ça parce que ce n'est pas comme ça que la CEFAC peut avoir le capteur sympathique de la famille du football. Parce que c'est bien beau d'envahir les chaînes de télévision, les radios et de faire du populisme et de donner l'impression que ceux qui sont là sont mauvais. Parce que si vous avez remarqué, moi j'écoute toujours les leaders de la CEFAC, ils veulent toujours donner l'impression que les meilleures intelligences c'est toujours dans la CEFAC et qu'ailleurs il n'y a pas les intelligences. C'est pas possible. Mais sauf qu'à chaque fois, les décisions sont portées par le TAS. Oui, mais vous savez, les décisions sont portées par le TAS. Mais pourquoi alors est-ce qu'ils n'arrivent pas donc à refléter ça sur le terrain, dans la famille football? C'est ça peut être parce qu'eux, ils se basent toujours sur certains détails. C'est un manquement. Parce que moi, ce que je sache, il n'y a pas d'élection parfaite. Hein. Il n'y a pas d'élection parfaite et... Non, honnêtement, il n'y a pas d'élection parfaite. Vous parlez un peu là comme un dictateur. Alors, moi, c'est ce que moi j'ai remarqué. Mais alors, pourquoi se muter comme ça alors que la décision de la FIFA a dit justement que la partie en place devrait organiser, n'est-ce pas, cette élection? Justement, non seulement ça, et avant ça, rappelez-vous aussi que le leitmotiv de la CEFAC, de l'association des clubs amateurs du Cameroun, qui n'ont même pas d'abord 100 membres, qui ont 66 clubs. Mais c'est une association. C'est une association, bien sûr, pour vous dire que quand ils ont que 66 clubs dans tout le Cameroun, c'est pour démontrer le caractère impopulaire de cette association. Ils n'ont pas de caractère prédéfini. N'oublions pas que dans la sentence du TAS, le TAS les a vraiment cloués au pilori. Hein. Il leur a donné raison. C'est vrai. Mais encore, il a mis les directives. Et en dehors des directives, l'article 7 de la résolution 7 de la sentence dit ceci. Ils ont carrément tué leur retour de l'exécutif 2009. À jamais. Oui, plus d'exécutif 2009. Il n'y a plus d'exécutif. Or, c'était ça qui était toujours là. C'est ça qui était toujours en avant. Dans les stratégies, c'était toujours ça. Parce que dans les têtes, comme celui qui devenait plus après les arrestations de Iya Mohamed, les décès de Tombi Maïbi, par ordre de préséance, c'est John Beguinide qui doit. Mais comme c'est leur allié, tout le temps, il met toujours en avant que c'est lui qui doit diriger la fédération. Mais malheureusement, il est aux États-Unis, il est malade. Mais en plus, voilà maintenant que le TAS a décidé autrement. Maintenant, c'est là depuis 2009. Il faut maintenant faire comment? Parce que si on doit maintenant travailler sur les tests révisés en 2012, je vous assure que la CEFAC est mal barrée. Donc, moi, j'attends un peu de voir un peu la suite de cette affaire et puis vivement que ça puisse un peu influencer pour que nous puissions un peu retrouver un peu le football sur le terrain. Vivement. Alors, c'est surtout pour sortir de cette affaire, la FECAFOOT doit organiser. Est-ce à dire que la FECAFOOT qui organise, c'est du moment peut n'être pas être candidat, puisqu'il sera considéré comme juge et parti? Ben, écoutez, si on est déjà arrivé à un scénario dans lequel un exécutif déchu se voit confier la tâche de conduire les travaux jusqu'à la nouvelle élection, tout peut arriver, on ne sait pas encore. Et on peut avoir dans les dispositifs qui sortiront certainement ces jours, avoir un Bonbon Dua, ancien président de la FECAFOOT déchu, à la tête de la normalisation et potentiel candidat pour une élection. Donc, tout peut arriver. Vous savez, surtout, ils n'auront pas de calendrier. La grande CAN, c'est en 2021. Mais celui qui a la tête de la normalisation pour s'arranger à jouer cette CAN, nous avons vu. C'est un juge parti. Hein. Nous avons vu la première normalisation sur le professeur Ouna. Il s'est arrangé à jouer la Coupe du Monde avant de partir. Celui qui viendra, certainement, va s'arranger aussi à jouer la CAN de 2021, puisque ça se joue à la maison de partie. Donc, tout peut arriver. On peut voir
un scénario où le président de l'Africa Foot, l'ancien Bomondu, a déchu pour une élection qui n'a pas été faite à la régulière, un président déchu et qui va revenir normaliser, en normalisant, il pourra toujours être candidat. Donc en ce moment, on n'est pas sorti de l'auberge, on se pose encore les questions. Et tout à l'heure, j'ai suivi Hugo parler, aucune élection n'est parfaite, et que le camp d'en face, il pleure beaucoup, ils sont les mauvais perdants. Non, écoutez, quand vous gagnez quelqu'un à la régulière, il n'y a pas raison de pleurer. Mais si vous me gagnez parce que vous avez aligné 12 joueurs et que l'arbitre n'a pas sorti ce 12e joueur, vous avez eu un carton rouge et que le joueur qui a eu le carton rouge a continué à jouer, vous avez marqué des buts hors jeu qu'on a validé. Je crois que nous sommes au football et ceux qui avaient créé le football dans sa genèse, le football était un sport destiné pour les gentlemen. C'est-à-dire, au tout début, on jouait les matchs de football sans arbitre. Parce qu'on se disait, les hommes qui sont sur le stade sont capables de se contrôler eux-mêmes. Quand vous avez fait faute, c'est vous qui arrêtez le ballon et dites non, j'ai fait faute. La balle revient à votre adversaire. C'était ça l'esprit du football. C'est-à-dire, c'était des gentlemen, c'était des gens qui... Sauf qu'aujourd'hui, il y a des intérêts. Entre-temps, il y a eu des intérêts, mais dites-moi, est-ce qu'au nom des intérêts, on peut accepter de descendre aussi bas? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'au nom de ces intérêts, il y a des activités où il y a plus d'intérêt qu'au football? Il n'y a jamais de scandale comme cela se passe chez nous. Au départ, le football était destiné pour des gentlemen, des gens qui sont capables de perdre un match et dire qu'ils ont perdu, des gens qui ne vont pas jouer à 12 contre 10, des gens qui ne vont pas jouer avec les cartons rouges. Bref, c'est un sport destiné pour les gentlemen. Un peu comme au golf. Lorsque vous allez au golf, les joueurs qui se lancent sur un trou, vous n'avez pas besoin de tricher parce qu'on sait que c'est un sport pour des personnes nobles, c'est un sport pour des personnes. Je crois qu'il faut revenir à cette orthodoxie-là. Il faut revenir au football tel que initié par les précurseurs de ce beau jeu. Sinon, on a des intérêts partout, mais on a au moins l'obligation de respecter les lois et les règles qu'on s'est librement fixées. Parce que je sortirai par là, une société sans des lois, ce n'est que la gadoue. Ce n'est que la gadoue. Ce n'est que la gadoue. Vivement, n'est-ce pas, que de ce côté, qu'enfin on puisse trouver, n'est-ce pas, le bon chemin pour qu'enfin on puisse retourner dans les stades, parce que Hugo, ça fait 1 an, Hugo n'a pas vu les stades, donc c'est le footballeur qui paye les frais. Alors, parlons justement du CHAN à présent. Longtemps décrié lors du pré-CHAN, les Lions indomptables se sont fait violence. Tungu Pilé et ses poulains se sont imposés face au Zimbabwe dans le cadre du match d'ouverture, n'est-ce pas, de ce CHAN organisé justement par le Cameroun. 1-0, c'est le résultat qu'a sanctionné cette partie. Un but inscrit, n'est-ce pas, par le sociétaire de Coton Sport, Banga. Alors, Serge Chakou, beaucoup de Camerounais n'attendaient pas ces Lions, lorsqu'on a quand même vu les rencontres lors du tournoi pré-CHAN, c'était en dents de scie. Mais lors du mois d'ouverture, on a quand même vu un autre visage des Lions qui ont fini par s'imposer par la plus petite des marques, 1-0. Olivier, cette rencontre, c'était une rencontre à décrypter de deux manières. Vous savez, le pré-CHAN nous a montré une équipe qui était dépassée par les événements. Dépassée par les événements parce que, honnêtement, l'Anzone n'avait pas le temps matériel et toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bâtir une bonne équipe. Nous n'allons pas revenir sur les conditions de sa nomination. Il est arrivé, il a décidé de faire table rase, c'est-à-dire il s'est débarrassé de tout ce que son prédécesseur avait préparé. À 10 jours du début de la compétition. C'est comme un général qui arrive pour conduire des troupes, décider de laisser toutes les munitions, décider de laisser toutes les stratégies et commander d'autres munitions, mettre sur pied d'autres stratégies, mais sauf qu'il n'y a pas le temps pour que les munitions arrivent à temps, sauf qu'il n'y a pas le temps pour que la stratégie, la nouvelle qu'il veut mettre sur pied soit facilement assimilée par ces joueurs. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté pendant le pré-CHAN, c'était la déroute, c'était la débâcle totale. À chaque match, on encaissait pratiquement. Mais comme pour ce match d'entrée de jeu, Martin Tungu Pilé avait deux publics à satisfaire. Le premier public, c'était le public des analphabètes du foot. Ceux-là qui regardent le football avec le cœur.
avec le cœur, avec la passion. C'est là qui regarde le football, où seul le résultat compte, seul le résultat est beau, seule la victoire est belle. Il y avait ce public-là. Et il y avait aussi un autre public, le public des analystes. Ceux qui sont capables, en regardant une équipe, vous dire si cette équipe pourra gagner le prochain match, vous dire si cette équipe pourra avoir des ressources nécessaires pour remporter une compétition. Je crois que les deux publics, le public qui a été satisfait, c'était le public des analphabètes du foot. Et je le comprends, c'était difficile de satisfaire le public des analystes parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour retravailler cette équipe. Le Pré-Chan a montré beaucoup de lacunes. Le temps qui séparait le Pré-Chan au premier match des Lions contre le Zimbabwe était très court. Certainement, au Pré-Chan, il a vu les lacunes de ses équipes. Il a retravaillé tout ça pendant les entraînements. Mais il fallait un petit match pour voir si tout ce qu'on a observé, si tous les manquements qu'on devait travailler ont été assimilés par ces gars. Mais sauf que vous avez directement le match après le Pré-Chan, ayant constaté toutes les lacunes qu'on a observées avec cette équipe lors du Pré-Chan. Le premier match, c'est directement c'est seulement de compétition contre la Zambie. Et c'est aussi une bonne chose parce que l'équipe que vous avez en face n'est pas un foot de guerre. C'est un sparring partner. On m'a dit le tirage au sort a été un peu clément là-dessus. Parce que si vous rencontrez le Mali, une équipe qui a déjà leur équipe qui s'entraîne depuis, le résultat n'est pas celui qu'on connaît là, ça entre dans la panique et c'est la débandade totale. Mais vous jouez contre une équipe modeste de la Zambie qui n'a que 20 heures d'entraînement. Du Zimbabwe, vous voulez dire? Du Zimbabwe, j'allais dire, du Zimbabwe qui n'a que 20 heures d'entraînement. Vous jouez contre une équipe du Zimbabwe qui compte, où 6 de ses meilleurs joueurs sont restés à la maison, parce que cette équipe est essentiellement composée des joueurs du Platinum United, équipe champion, au Zimbabwe. Vous jouez, et dans l'équipe, vous avez 17 membres de l'encadrement, soit 9 joueurs qui ont été Covid positifs. Il faut, c'est-à-dire c'est une équipe qui ne s'est pas préparée de manière sereine. Le Cameroun avait donc là un vrai match pour essayer de voir si toutes les lacunes observées au Pré-Chan et travaillées aux entraînements ont marché. Mais sauf que j'ai encore vu une équipe avec ces mêmes lacunes, une équipe avec des transmissions de balles qui n'étaient pas toujours réussites, parce que on a vu des stats n'étaient pas aussi par là. Une équipe qui vous a laissé le ballon, vous dominez. S'il joue un système de contre. Vous tirez 25 fois au goal pour 3 fois. Le bloc équipe, vous n'arrivez pas à vous passer les ballons comme cela se doit. Non, je pense, je n'ai pas été satisfait en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, je n'ai pas été satisfait. Maintenant, vous avez le prochain match qui sera contre un adversaire tout autre différent. On en parlera. Qui ne sera pas notre. Donc, je pense que ce que j'espérais ne pouvait pas arriver parce qu'il n'y avait pas le temps déjà pour préparer cette équipe. Mais bon, on en verra vraiment comme vous avez dit, Olivier. Alors, Hugo Bossoquin, en matière réussie, n'est-ce pas, pour nos Lions indomptables. Je parlais justement encore de ce Pré-Chan qui a mis tous les supporters dans un désarroi. On ne voyait pas, n'est-ce pas, une bonne entrée en matière de nos Lions. Mais quand même, d'entrer comme ça, une victoire, c'est galvanisant. Oui, c'est vraiment, il y a de quoi être, c'est un élément motivateur. Et ça va vraiment aider pour la suite de la compétition. Mais toutefois, c'est une victoire un peu qui est un peu trompeuse. Parce que ça peut, si on ne travaille pas ça assez, elle est un peu trompeuse. Bon, c'est vrai que le coach mise beaucoup plus sur le coup de pied arrêté et il mise sur le coup de pied arrêté. Un autre aspect dont j'ai oublié encore, donc il ne me revient pas à l'instant. Eh bien, il mise sur le coup de pied arrêté et l'action individuelle, notamment des joueurs qui viendra de Jacques Zoua et Ako Asomo. Voilà les deux joueurs sur lesquels Soga compte Ako Asomo et Jacques Zoua. Ils comptent beaucoup sur ces deux joueurs et surtout aussi sur un autre joueur mais qui est encore bas de touche, Edima. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe lors de cette rencontre? Parce que ici, il va maintenant jouer contre le Mali. Le Mali a un bloc équipe vraiment qui existe, comme Tchako le dit. Parce que avec le Mali ne va pas nous laisser le ballon comme. Ça s'est passé au Zimbabwe. Il va laisser le ballon dans un but.
dans un but de faire le jeu sans ballon, parce que ça existe. Les gens ne savent pas qu'il y a un jeu sans ballon, parce qu'il faut méfier. Parce que c'est ce qui était différent. À la différence avec le Zimbabwe, c'est que eux, ils vont opter pour le jeu sans ballon. C'est différent de laisser le jeu parce qu'on ne peut pas construire. Ouais. Et ils vont vous laisser le jeu sans ballon et faire des récupérations. Ils font un pressing médian et passer par la profondeur. C'est ce que j'ai vu contre le Burkina Faso. Quand le Mali a joué contre le Burkina Faso, c'est ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai eu à faire donner mes observations au Coton Pile. Je lui ai fait comprendre que voilà ce que j'ai vu par rapport au match contre le Burkina Faso. Donc j'espère qu'il va travailler en fonction de ça. Ça, c'est ma façon de contribuer un peu pour lui. Mais toutefois, contre le Zimbabwe, ça laisse songeur quand même. Si les automatismes qu'on a pu voir, c'est parce que quand même, n'oubliez pas que c'est passé quand même en face. On a laissé les gars jouer. Mais il y a un détail qui m'étonne, c'est les statistiques qui m'étonnent. Nous avons fait 402 passes. Le Mali a fait 406 passes. Je vais vous dire pourquoi ça m'essaie. Lorsqu'une équipe vous laisse le ballon, je vous assure, ce n'est pas 402 passes que vous devez faire seulement. Quand une équipe vous laisse le ballon, et quelle équipe? Le Zimbabwe n'a que 226 passes. Mais vous devez avoir 600 passes. Entre 500 et 600 passes. Donc, lorsqu'on vous laisse le ballon, vous devriez faire le maximum de passes pour casser les lignes. Puisque vous avez le ballon. Maintenant, par contre, j'ai eu à faire la comparaison du match avec le Mali-Burkina, le second match. Le Mali a fait 405 passes. Donc 3 passes dessus. Plus que le Cameroun, 3 passes dessus. Mais attention, le Burkina Faso ne leur laissait pas le ballon. Il y a eu chaude empoignade par rapport à ça. Parce que le Burkina Faso a eu 326 passes. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, 100 pas de plus que l'adversaire du Cameroun. Ça veut dire qu'elle était un peu joueuse. Ouais. Mais sauf qu'au niveau de la bataille des passes avec son adversaire, c'est qu'il y a eu 100 passes de différence. Donc ça veut dire que, j'imagine un peu que si le Mali jouait contre, si le Burkina Faso avait opté aussi le même jeu contre le truc, ça veut dire qu'on pouvait avoir 550 passes. Et je tiens à vous dire, selon le rapport des 6 matchs internationaux de Aouga, c'était fait 500 passes. Quand mon Tchad ici 2-0, c'était 500 passes, 526 passes. Beaucoup vont dire aussi que le Tchad n'est pas au Zimbabwe. Oui, peut-être on peut le dire. Mais il était en phase de préparation. Il était en phase première de préparation. Il n'était pas en phase de compétition. Ouais. Donc j'imagine un peu s'il était en phase de compétition. Parce que là, nous sommes déjà en phase de compétition. Puisque Aouga, le jeu de Aouga, son ADN, c'était la possession de balle. Donc j'imagine un peu que s'il jouait contre le Zimbabwe, peut-être Aouga allait nous servir 1000 passes. Donc ce détail-là m'aide beaucoup parce que ça m'inquiète. Donc qu'est-ce qui va donc se passer demain? Parce que demain, tel que moi je vois les Maliens préparer cette rencontre, les Maliens vont tout faire pour jouer le match nul demain. Parce qu'ils savent qu'ils vont battre le Zimbabwe. Le match facile. Autant mieux de ne pas trop se donner, se jeter, s'investir contre le Cameroun. Ils vont faire le service minimum demain. Éviter la défaite, à défaut de ne pas gagner. Ouais. Ils ont un match, ils savent qu'ils ont un match relativement moins difficile contre le Zimbabwe. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour nous. Nous sommes obligés de gagner ce match. Parce que nous avons fini avec l'adversaire facile avec le bois blanc. Le Toka. Donc, ça y est qu'il faut le Toka de la poule. Donc, le Mali, moi je vois le Mali qui sera hermétique demain. Donc, c'est pour cela qu'il faut rapidement déstabiliser le bloc. Et moi, je propose au coach ceci. Ouais, quelle équipe? Voilà ce que je propose au coach. Reconduire. Non, pas reconduire. Ça y est qu'ils reconduisent peut-être le bloc défensif, tout ça, avec ces 2 sentinelles et ces 2 latéraux. Bon, c'est vrai que j'ai des choses un peu. La défense centrale, un peu, j'ai des choses à redire, mais qu'ils continuent, puis ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié. D'ailleurs, ils n'ont pas apprécié. Là, c'est un autre débat, là, je ne suis pas très sûr. Maintenant, au niveau de l'attaque, ils doivent prendre. Je propose qu'ils mettent plutôt Jacques Zoua, avant-centre, Ako Assomo, en 10, c'est-à-dire le poste que Jacques Zoua occupait. Et il prend Mani. Et Méon, il joue sur les côtés. Ça, c'est ce que je lui propose. Pourquoi je propose cela? C'est parce qu'il y a un peu une certaine animation, qu'il y a une certaine vie
au niveau de l'attaque, surtout qu'on va se toujours avec les balles en Oui, on a vu que Soga était vraiment... Donc, vous savez, Ako bouge beaucoup. Donc, s'il le met dans l'entrejeu, dans le cœur, dans la zone sensible, parce que c'est très important d'avoir ce genre de joueur qui sait garder le ballon dans la zone sensible d'une défense. Parce que les défenses n'aiment pas... Quand le joueur le plus influent, adverse, ne doit jamais animer dans la zone. Le joueur influent ne se trouve jamais là. Maintenant, s'il se trouve là, tel que je connais comment Tongopi travaille son jeu à travers les stratégies de balles arrêtées, parce qu'il a une stratégie de balles arrêtées qui travaille chaque 20 minutes lors de ses entraînements. Et d'ailleurs, le but qu'on a marqué l'autre jour, c'est sur une balle arrêtée, justement dans la zone là. Les zones de vérité. Non, ça veut dire que là où on a fait le sens, c'est effectivement, il travaille beaucoup ce genre de confort. D'ailleurs, le but qu'il a marqué contre l'Ouganda, c'était dans la zone là. Donc c'est beaucoup plus son cycle préférentiel. Quand le match est arrêté, parce qu'il a deux stratégies, la stratégie du jeu qui avec le ballon qui roule, la stratégie du jeu arrêté, mais sauf qu'avec la stratégie du ballon qui roule, ça... Bon, je ne veux pas trop dire, parce qu'il veut un peu éviter de dire... C'est pas chose, mais... Moi, je lui propose ça, avant-centre. Et maintenant, quand il met avant-centre, un joueur avant-centre, Zohan ne sera pas l'avant-centre rénal de surface. Il sera plutôt l'avant-centre pivot qui va faire jouer plutôt Ako. Les deux attaquants, elle. Et surtout, Tchouenke, qui sait jouer le box-to-box, parce qu'il est très fort pour le box-to-box. Ça veut dire que beaucoup de gens lui eu des critiques là où on disait comment se fait-il qu'un milieu défensif se retrouve en défense, en situation de marquer, plus que Jacques Zoua. Oh là là, c'est dangereux quand on ne connaît pas le football. C'est une analyse. Ça, c'est cette image qu'on veut coller à Jacques Zoua qui ne marque pas. Non, Jacques Zoua n'est pas. C'est pas ce genre d'attaquant. Mais Hugo, est-ce qu'il ne marque pas? C'est vrai qu'il ne marque. Il n'est pas ce genre d'attaquant. Il est le genre d'attaquant qui doit faire marquer. C'est beaucoup plus ça que vous devez comprendre. Parce qu'il y a 4 genres d'avant-centre. Il y a 4 genres. Il y a les renards de surface, il y a le pivot. Il y a, j'oublie encore le nom des deux autres. Mais les rôles, c'est purement défini. C'est bien défini. Il y a le aussi oublié le 9,5 aussi. Ça dit que c'est pas la même chose. Chacun, c'est le renard de surface qui marque le but. Bon, maintenant, ça peut arriver qu'un autre joueur puisse marquer le but que le renard de surface, mais que l'avance en pivot passe. C'est pour ça que, rappelez-vous quand Lampard a été 2 fois meilleur buteur de Chelsea. Oui, parce qu'il en 2003, saison 2003-2004, saison 2004-2005. Lampard, milieu défensif, a été meilleur buteur de Chelsea devant Drogba l'avance. Pourquoi? Parce que à l'époque, on faisait jouer Drogba comme un avance en pivot. C'est-à-dire jouer dos au but. Tout ça, vous voulez dédouaner. Et c'est ça que moi je veux. Non, pas que je veux dédouaner. Et c'est pour ça que je propose cela. On doit faire jouer Jacques Zoua comme ça. Si je me suis rendu compte que quand il jouait, le poste qu'il jouait l'autre jour, je me rendais compte qu'en dehors de Ako, il était le seul joueur qui savait garder le ballon. D'ailleurs, il a cette aisance technique. Donc, et il avait la plupart de ces ballons qui venaient, c'était surtout de haut but. Donc, autant mieux le faire jouer avant comme ça. Et maintenant, pour qu'il puisse jouer les remises sur Ako, sur Mani et sur Meyan, ou bien sur Tchouenke. Là, je peux vous assurer que les Maliens vont passer au même mauvais quart d'heure. Alors, c'est Chapeau, dans ces rencontres, quand même, s'il faut regarder le côté offensif, notamment conduit par Brian Soga, le joueur d'APGS, il était carrément perdu dans ces rencontres. Alors que lorsqu'on a quand même regardé le classement qui venait en avant, beaucoup attendaient Yannick Dieng. Oui, beaucoup, c'était la surprise du chef parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi Dieng n'a pas joué. Vous savez, lorsque vous avez le statut de Dieng dans cette équipe, vous ne venez pas commencer la compétition d'entrée de jeu au banc. Idem pour un joueur comme Koufana qui retrouve cette compétition quelques jours avant la liste officielle. Lorsque vous avez ce statut, vous ne venez pas cirer les bancs. C'est-à-dire, lorsqu'on vous déniche, on pouvait plonger dans la liste de réserve, mais on ne peut pas vous chercher loin où vous êtes. C'est pas pour vous aligner au banc, c'est pour vous faire jouer d'entrée de jeu. On sait que vous avez la valeur ajoutée. Et là maintenant, on se pose encore la question, honnêtement. Leng à la place de Dieng, très mieux. On ne comprend pas pourquoi est-ce que notre entraîneur a voulu aller à cette compétition en laissant carrément tout ce qui a été de l'ancien entraîneur. Non, écoutez, il y a des choix, mais sauf qu'il y a des choix qui frisent le ridicule. Il y a des choix qui frisent carrément le ridicule. Nous voyons le championnat camerounais depuis pratiquement 3 ans. Dites-nous, quel attaquant au Cameroun a le potentiel de Leng?
On vous dira que c'est le choix du coach. Non, écoutez, bon, le choix du coach, mais si vous êtes un entraîneur qui ne peut pas jouer avec le meilleur joueur d'un championnat, depuis pratiquement 2 saisons dans une équipe, on va se poser bien la question, savoir si c'est pas vous le problème. Vous avez un joueur comme Elimbi, ben, pourquoi il n'est pas dans cette... Bon, on peut se poser 1000 questions de pourquoi un joueur n'est pas là, pourquoi un autre pas. Et à la réponse, on va tout simplement constater que lorsque M. Tungo Pile arrive, on veut donner l'impression que celui qui était d'abord là n'a rien fait. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, parce que je suis presque sûr qu'il y a eu une cabale, il y a eu presque tout ce qu'on peut se dire hein, pour évincer M. Aroga. Maintenant, il faut justifier pourquoi est-ce qu'on l'a évincé. Parce que si vous revenez et vous utilisez les mêmes joueurs qu'Aroga utilisait, on va dire, mais pourquoi on l'a donc changé? C'est-à-dire, ils ont fait un saut dans l'inconnu. Parce qu'en faisant ce mauvais rapport, parce que je me dis, les statistiques d'Aroga sont sorties l'autre jour, on s'est quand même rendu compte qu'en Simad, il avait encaissé un seul but. Et qu'il avait des statistiques qui ne sont pas loin des stats d'une équipe qui peut gagner une compétition. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour justifier ça? Il fallait totalement changer l'équipe. Et en changeant l'équipe, il n'y avait plus le temps pour travailler cette équipe. Sauf que pour l'instant, ça paye. Non, écoutez... Il y a eu cette victoire. Non, ça paye. On a expliqué pourquoi ça a payé. Parce qu'on avait en face une équipe démotivée qui a même écrit pour qu'on renvoie la compétition. Il a dit, voilà une équipe qui a carrément demandé à la CAF de renvoyer le chèque. C'est-à-dire, mentalement, ils ne sont pas au Cameroun. Ils sont encore chez eux parce qu'ils ont connu des événements qui les ont peut-être bouleversés. Vous croyez qu'une équipe pareille, c'est une équipe qui vient jouer une compétition? Non. Et nous gagnons, nous faisons le service minimum 1-0. Nous faisons le service là où on devait dérouler. Ça fait 3 points. Oui, ça fait 3 points. Mais lorsque vous allez évoluer dans la compétition, vous verrez que ce match pourra nous coûter très cher. Il y a des équipes qui montent crescendo. Oui, il y a des équipes qui montent crescendo, mais sauf que là, nous avons joué contre, je vais dire du groupe, nous avons joué contre la plus faible équipe du groupe. Nous avons joué contre la plus faible équipe du groupe. Maintenant, nous allons désormais jouer contre l'équipe qui est supposée être la plus forte du groupe, le Mali. Après, nous allons finir avec le Burkina Faso. Sachant que le Burkina Faso ira jouer à fond contre la Zambie. Contre le Zimbabwe, ils iront jouer à fond. Une victoire 2-0 contre du Burkina Faso face au Zimbabwe, ça les met en pole position. Ça les met en pole position. Sachant qu'un goal d'avirage qui ne nous est pas favorable pourra nous pénaliser. Donc je pense quand même qu'à un certain moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette équipe. Le choix des joueurs, le temps qui n'était pas assez suffisant pour faire une bonne préparation. Parce que vous avez quand même un entraîneur qui est arrivé et a décidé de se débarrasser de tout en mettre. Vous avez quand même une équipe qui a bénéficié pour la première fois. Les A' s'en va au Congo jouer un match amical. Dites-moi, est-ce qu'on a déjà eu une équipe n'a pas encore été préparée dans ces conditions-là en ce qui concerne les A'? C'est-à-dire, toute cette expérience que cette équipe a dû emmagasiner en allant gagner la RDC, qui est quand même l'équipe la plus capée pour cette compétition, tout ça pouvait servir à un certain moment. Mais vous avez carrément un entraîneur qui a décidé de se débarrasser de tout ça. Est-ce que Serge Chako n'est pas en train de faire le procès de tout compilé? Non, je ne fais pas son procès, je constate des choses. Est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai dit? C'est vrai, mais sauf que la réalité sur le terrain, puisque nous sommes en train de gagner. Bon, la réalité sur le terrain, nous sommes en train de gagner, c'est vrai. Mais là, j'ai dit tout à l'heure, nous devons faire attention lorsque nous analysons les maths. Nous ne devons pas analyser avec le cœur, nous devons analyser avec les chiffres, avec les observations, avec ce qu'on regarde. Et quand on regarde cette équipe, sauf si on doit faire dans la mauvaise foi, cette équipe n'est pas bâtie pour gagner cette compétition. Si tant l'objectif est de gagner, mais si l'objectif c'est de participer et de gagner le premier match, si on se qualifie pour le second tour, ben, on pourra atteindre ce objectif. Mais gagner la compétition, il faudra démontrer autre chose. Ce qui m'amène à poser justement cette question à Hugo Bosokaya. Alors, une qualification pour le second tour est-elle possible, n'est-ce pas, pour les poulains d'un tout compilé lorsqu'on a regardé quand même cette première sortie et lorsqu'on se projette, n'est-ce pas, pour les prochaines rencontres qui sont le Mali demain et 2 jours plus tard le Burkina Faso? Oui, la qualification est possible. Vous savez, le football, le football, quand on joue une partie au football, il y a toutes les possibilités pour arriver, match nul, défaite ou victoire. Et moi, une qualification possible si au niveau mental, on fait quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, j'ai vu une vidéo qui est encore présente sur la page Facebook de l'Africa Foot où
les joueurs ont exprimé leur joie dans les vestiaires. Oui. J'ai pas apprécié cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu le Bayern de Munich tout récemment pour le Final 8 jusqu'à remporter. Vous avez vu, chaque fois qu'il finissait un match, à peine le match finissait, on n'hésitait pas, on ne jubilait pas. Rapidement, on passait à notre parce qu'on considérait que ce match c'était comme un travail. Une mission vient d'être achevée. Et hop, il faut y aller penser à autre chose. Pendant ce temps, les Parisiens faisaient la fête après chaque qualification. Et ça m'a un peu rappelé l'attitude des joueurs de Rigobert Sombranac lors de la CAN U23. Ok, où c'était la fête après chaque victoire. Au point où l'entraîneur en danseur. Ça veut dire que exceptionnel. On ne gagne pas un tournoi avec un seul match. Attention. C'est vrai qu'il y a eu une pression après le pré-CHAN où ils ont eu des défaites. Donc cette victoire elle peut ressembler un peu à une délivrance. Non, c'est pas une délivrance. La meilleure façon de se délivrer, c'est de se concentrer parce qu'ils doivent plutôt se mettre en tête que l'objectif, c'est de gagner 6 matchs, voire 5. Si c'est un mauvais résultat, ça veut dire qu'il faut gagner chaque match, c'est une finale. Parce que tel qu'on les a vus jubiler la dernière. Comme s'ils avaient gagné la coupe. Non, c'était comme s'ils avaient gagné la coupe. Moi, ça m'a inquiété. Et moi, je dis, alors je demande au coach, mais attention, mais ton groupe, il faut parler au gars. Parce qu'il faut les ramener sur terre rapidement. Tel que j'ai vu cette vidéo, j'ai vu que tous les joueurs avaient une rage pas possible. Et j'ai fait cette comparaison encore hier quand la RDC joue contre... Avant-hier, quand la RDC joue contre le Congo. Eux-mêmes aussi, ils avaient la rage de gagner. Rappelez-vous, c'est le Congo. Non seulement c'est le début, mais c'est le Congo qui les avait éliminés lors de le dernier champ. Ils étaient absents lors du dernier champ. Parce que le Congo leur avait éliminé leur frère. Donc c'était mais malgré ça, il va vous dire à la fin du match, ils n'ont pas hésité comme c'était. Puisqu'ils savent que non, attention, nous venons de gagner un match, mais attention, il y a le meilleur à venir. Donc ça c'est au niveau mental, j'ai peur que mes petits frères se soient déjà mis dans la tête qu'ils vont rouler sur du vélo. Non, chaque match a sa réalité. Et il faut faire attention d'abord que l'aspect, vous savez d'abord que nous jouons avec quasiment un joueur et demi qui donne la forme athlétique est douteuse. Je parle d'abord de Zoa et de Yannick Djen. Parce que si on les aligne à deux, nous aurons deux. C'est pour ça que l'autre jour, Djen n'a pas été aligné. Et c'est pour ça que je rejoins même Tchako quand il dit qu'on aurait dû donc prendre même Len et le même. Mais sauf que le coach a dit l'autre jour que Len n'entrait pas dans sa schéma tactique. Et c'était normal puisque vous savez, un joueur comme Len, quand vous prenez l'équipe, au moment où Aoga avait cette équipe, Aoga avait un dispositif qui était constitué du 4-3-3, avec un bloc haut et un jeu de possession. Or, avec le coach Tungo Pile, ce n'est plus ça. Tout a tellement changé, donc c'est même a changé le casting. Mais en plus, il a changé même le dispositif sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a quitté du 4-3-3 à un 4-2-1-3. Oui, c'est ça. Un 4-2-1-3. C'est-à-dire que 4 défenseurs, 2 récupérateurs, sentinelles, Okine, Tuante, un mineur, Jacques Zoa, et les 3 offensifs, c'est-à-dire Akwasomo, Méon et Soga. Donc, il est dans un dispositif, les 4-2-1-3. Et avec ça, là, il ne pouvait pas se retrouver. C'était évident. C'était pas facile pour quelqu'un qui a pas son temps avec quelqu'un qui avait une certaine animation de jeu. Il devait plutôt la mener à biser avec l'un qui était athlétiquement mieux que Djen. La mener plutôt à s'adapter à ça. Que le prendre celui qui n'est pas athlétiquement prêt et de venir le mettre encore dans ça parce qu'on compte sur son métier. Bon, c'est déjà passé. Mais moi, je demande au coach, ce que je peux dire en tant que supporter, parce que là maintenant ce n'est plus l'analyste qui parle, mais en tant que supporter, oui, moi j'ai espoir, nous allons gagner, nous allons remporter, nous allons battre le Mali demain, et vivement que les joueurs se remettent un peu à jour et soient beaucoup plus concentrés et ne pensez à la fête vers le 7 février. Mais vraiment pour le moment ne pensez pas à la fête les gars, pensez à la fête vers le 7 février et puis il y a mieux à venir les gars.
Il y a un meilleur avenir. Alors, c'est Tchakou, les Lions peuvent-ils se qualifier pour le second tour dans cette compétition avec les adversaires de calibre qui vont les suivre, notamment le Mali, qui est une équipe capée, et aussi le Burkina Faso, qu'on a vu lors de la première sortie, qui n'était pas mauvaise malgré la défaite. Je refuse de parler avec le cœur, je vais rester dans ma posture d'analyste. Le Cameroun pourra se qualifier si on ne perd pas contre le Burkina Faso. C'est d'un. Vous parlez du Mali ou du... Le Cameroun pourra se qualifier si on ne perd pas contre le troisième match contre le Burkina Faso. Parce que la réalité quand même c'est que le Burkina Faso doit gagner le Zimbabwe. Le Zimbabwe, ça c'est clair. Le Burkina Faso doit gagner le Zimbabwe. C'est pas le cœur qui parle, hein, c'est en fonction de toutes les stats que nous avons recueillies durant la première sortie dans cette poule A. Maintenant, le match de demain, Cameroun-Mali, ça sera un match très difficile. Est-ce qu'on pourra battre le Mali? Au vu de ce qu'on a servi à la première rencontre contre une équipe qui était convalescente, parce qu'il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Oui. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de dire que nous avons joué contre une équipe qui était en vacances. Il y a eu des malades, qui a écrit à la CAF pour demander de renvoyer la compétition. Bon, c'est un peu comme quand vous préparez un examen et évidemment vous écrivez à l'organisateur de l'examen, ben, envoyez-nous ça dans 2 mois. On vous dit non. Ça veut dire que même mentalement, vous n'êtes pas là. Pas prêt. Ça veut dire quoi? Le Zimbabwe, dans cette poule, sera la partageuse. Cette équipe sera la partageuse. C'est-à-dire tout le monde va passer. Ça sera l'équipe qui va donner les points à tout le monde. Maintenant, le fait que nous avons gagné cette équipe par un petit but seulement pourra nous porter. Parce que, vous voyez, dans les autres états-majors, ça se sait, ça se calcule. Je suis presque sûr le Burkina Faso jouera demain en sachant que le Cameroun, qu'il doit faire mieux contre cette équipe-là. C'est-à-dire gagner par 2 buts d'écart pour avoir un goal à déjà un peu supérieur. Maintenant, si nous réussissons à faire un match nul demain, on augmente naturellement nos chances parce qu'on pourra se contenter d'un match nul contre le Burkina Faso pour se qualifier. Bon, et n'oublions pas aussi qu'à un certain moment, nous sommes quand même le pays organisateur. Et pour d'autres raisons que je n'aimerais pas expliquer ici, on pourra avoir les organisateurs disent ben, le second tour sans le pays organisateur, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Et tout de suite, faire ce qu'il faut pour qu'on passe. Parce que, il faut le dire, nous avons encore besoin d'une seule victoire. Avec une victoire, nous pouvons nous qualifier. À défaut d'une victoire, avoir 2 matchs nuls. Et si nous avons 2 matchs nuls, ça veut dire que nous aurons 5 points. Avec 5 points, c'est largement suffisant pour finir deuxième de la poule. Mais sauf qu'en finissant deuxième de la poule, on tombera contre... Il faudra aller jouer avec Panda. Il faudra aller jouer avec Panda. On tombera contre une équipe qui est assez robuste. Honnêtement, le Cameroun a encore son destin entre les pieds. Tout dépend des joueurs qui seront au stade. Je lisais dans un groupe en journée qu'il va falloir supporter le gradin. Les gens qui sont au gradin doivent être motivés, mais sauf que depuis que je regarde le football, je n'ai jamais vu un but marqué depuis les gradins. C'est les joueurs qui sont à peut pousser quand même. Non, je n'ai jamais vu un but marqué. Si c'était le cas, le Brésil n'aurait jamais perdu 7-0 contre l'Allemagne. Nous étions en demi-finale à la Coupe du Monde en 2014. La France n'aurait jamais perdu contre le Portugal à la finale de l'Euro. L'Allemagne n'aurait jamais perdu contre l'Italie en demi-finale Coupe du Monde contre l'Italie. Donc, c'est les joueurs qui sont au stade qui décident de s'ils veulent se qualifier ou pas. Le public, on va beau dire, bon, depuis qu'on ne joue pas, depuis que les matchs se jouent à huis clos, est-ce que les équipes ne gagnent pas? Les équipes gagnent. Parfois, on utilise ce paramètre juste pour faire comprendre aux gens qui sont importants, au public qui se met honnêtement, crier comme vous voulez. Ce n'est pas parce que vous avez crié qu'un poteau qui devait être sortant va subitement devenir poteau en temps. Non, c'est des choses qu'on n'explique pas. Alors, comme moi, il disait, je n'ai jamais vu un but marqué depuis les gradins. Seuls les 11 joueurs sur le stade choisis par l'entraîneur peuvent nous qualifier, doivent prendre les responsabilités. Vous avez vu lors du premier match la tête de Meillon. Le public a beau crier, mais puisqu'il avait mal cadré, le ballon passé à côté. C'est pas parce que le public devait crier que le ballon devait entrer. Souvenez-vous encore du fameux penalty de Womé contre l'Égypte. Je suis ce jour, le public avait bien crié, mais c'était poteau sortant, c'était pas poteau entrant. Donc c'est autant de choses pour vous faire comprendre que la qualification dépend de ce groupe. Eux seuls savent où ils veulent nous conduire et surtout qu'ils savent qu'il y a une équipe qui était déjà préparée pour jouer cette compétition. À eux, rien qu'à eux, l'encadrement, le staff, les joueurs, à eux de démontrer qu'on a pas mal fait
de les confier cette équipe, parce que s'ils demandent autre chose, beaucoup de choses seront dites au thème d'une élimination. Mais honnêtement, on pourra se qualifier. Le destin du Cameroun se pose donc sur nos ambassadeurs et le staff technique. Alors, il nous reste 10 minutes. On va entrer justement dans les couacs de cette première journée qui va se terminer ce jour. On va parler justement de l'incivisme. On a vu quand même des spectateurs qui sont allés vivre, n'est-ce pas, les rencontres, que ce soit à Japoma ou à Yaoundé, les pieds posés quand même sur les sièges. On a beaucoup attendu la construction du stade. Maintenant, les infrastructures sont là. Alors, est-ce que les Camerounais ne mesurent pas l'ampleur, parce que ça s'est passé partout dans les réseaux sociaux, ces spectateurs qui posent les pieds, n'est-ce pas, sur les chaises? Oui, on va dire il y a eu comme un lever des boucliers dans les réseaux sociaux où ces images ont été surabondamment partagées. Pourquoi? Et honnêtement, je suis un peu désolé de constater que des gens ne peuvent pas comprendre quand même qu'à un certain moment, lorsqu'on s'en va regarder un match de football, c'est une place et non une place et demie. Bon, maintenant, à qui la faute? À la société tout entière. Il va se poser un problème d'éducation. Comment est-ce qu'on nous éduque? Comment est-ce qu'on... il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer. Peut-être les spectateurs qui font ça ne se rendent même pas compte du mal qu'ils sont en train de faire. Il faut déjà qu'on éduque suffisamment les Camerounais, et honnêtement, je ne suis pas sûr que nous sommes suffisamment éduqués. Et c'est pas seulement ça. Imaginez, dans la rue, dans la ville, c'est à peine si lorsque vous vous baladez, vous rencontrez quelqu'un en train d'uriner n'importe comment, si vous lui demandez tout de suite, il va vous couvrir d'injures. Mais on voit toute l'élégance. Bon, vous croyez, quand vous regardez l'image, vous croyez que ce monsieur est conscient du mal qu'il est en train de faire? Vous croyez sincèrement qu'il est conscient du mal qu'il est en train de faire? Pour lui, c'est un geste banal. Pour lui, ça passe inaperçu. Pour lui, il ne se rend même pas compte. C'est peut-être quand il va revoir ces images dans les réseaux sociaux qu'il va se rendre compte. Mais, et voilà l'importance des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux viennent nous rappeler exactement ce que nous sommes. Là où nous croyons que nous sommes bien éduqués, bien civilisés, les réseaux sociaux, lorsqu'ils diffusent régulièrement ces images, c'est pour nous rappeler que non, nous sommes en train de fauter. Et honnêtement, les speakers dans les stades peuvent à tout moment rappeler aux spectateurs de ne pas poser les pieds sur les chaises. Je crois que c'est aussi ça le speaker. Le speaker ne doit pas seulement se contenter de parler du match, il doit de temps en temps rappeler. Et bon, aussi... Je pense qu'avec ce déploiement dans les réseaux sociaux, ça sera quand même fait par les speakers. Ouais, bon, on attend les prochaines journées. S'il n'y a pas une avalanche de publications dénonçant des comportements pareils, on comprendra que la thérapie, si elle a fonctionné. Mais on attend. Alors, Hugo, on va parler, beaucoup ont parlé d'incivisme de la population. Bon, c'est vrai que... C'est une mauvaise image. Quand on a un outil, vous savez, quand un enfant, un bébé, un enfant, un nouveau jouet, on a souvent tendance à en abuser, tout ça, à tout moment, à midi, à minuit, à 2 heures du matin, tout ça. Bon, vous savez il y a toujours des virus dans la société. Il y a toujours des virus sociaux qui n'ont pas conscience, souvent ce qu'on a comme joyau. Mais en réalité, vous savez, même en France, même dans les pays où les personnes disent civilisées, il y a ce genre de personnes. Mais c'est pour ça qu'on recrute des stagiaires. C'est le travail des stagiaires. C'est pour ça qu'on demande aux stagiaires. Vous savez, c'est un travail. C'est un nouveau métier que les gens. Vous savez, on construit les stades, mais on n'arrive pas à construire les métiers qui doivent suivre avec ces... On embrasse encore. On embrasse. Il y a des métiers, comme par exemple le métier de jardinier. Il faudrait... Nous avons des stades. Les gens doivent déjà savoir que même le métier de jardinier, c'est une spécialité pour éviter, parce qu'il y a un protocole même de gestion de gazon pour le faire. Il y a un protocole pour gérer même un gazon de telle enceinte qu'on peut jouer 5 matchs là par la semaine au lieu de 3. Ça dépend du jardinier qu'on a recruté. C'est pour ça qu'elle dit que même quand on construit les stades, on se vend seulement d'avoir construit les stades, mais on ne pense pas qu'on peut aussi recruter les stades pour des événements comme ça. Moi, il y a le coach Adam Pommier. Il vient souvent ici. Il vient souvent dans ce place. Et il a été, quand il vivait en Angleterre, il était stagiaire. C'est un métier qui permettait à quelqu'un
qui nourrit son nom dans un pays. Quand il y a le championnat professionnel, vous savez, en Angleterre, il y a 5 divisions professionnelles. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu les emplois que ça crée. Donc, parce qu'ils sont en 4e division, là-bas, il y a les matchs de 30 000 personnes. En Angleterre et en Allemagne, il y a des stagiaires. Et le stagiaire est là, il ne regarde pas le match. Il est là pour regarder le comportement, pour prévoir les comportements malveillants des supporters. C'est le travail de stagiaire. Il a le dos tourné sur la pelouse, il regarde, il vous dit non, monsieur, c'est ça. Et quand vous voyez ce genre d'image, c'est parce que le stagiaire n'a pas fait son travail. Ou bien les stagiaires n'ont pas fait le travail. Et d'ailleurs, j'ai eu à voir une photo qui a circulé dans les réseaux sociaux où on montre un stagiaire qui est tellement concentré qu'il voit le match au point où il fait des gestes et il s'oublie au point où il jubile même. Il jubile même plus que même le spectateur. Donc, c'est pas ça le rôle du stagiaire. Parfois, même un stagiaire, même dans le profil même de la recherche d'emploi, il ne doit même pas un gars qui doit aimer le football. Il ne doit pas être un footeur. Il ne doit pas être un footeur à la limite. Il peut s'oublier. Non, parce qu'il peut s'oublier parce que ça doit être quelqu'un qui doit être un amoureux de la sécurité. C'est qu'au point où il ne pense pas il ne pense pas d'abord au football, mais il est seulement là uniquement pour gérer la sécurité. C'est un as de la sécurité. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour ça. Alors, autre quoi que cette coupure d'énergie hier au stade de Bépanda, mais ça peut arriver parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires dessus, mais c'est une erreur technique, ça peut arriver. C'est Jaco. C'est une erreur technique, ça peut arriver. Je me souviens encore de ce match, nous étions cette fois-ci-là en Coupe d'Afrique 2000. Le Maroc devait jouer, c'était au Nigeria. Il y a eu coupure, au Nigeria, une coupure de pratiquement 5 minutes. En France, on a eu des coupures partout, un peu partout, ça peut arriver. Mais sauf que ce qui m'intrigue plus d'hier, par rapport aux raisons que les uns et les autres ont voulu avancer pour justifier cette coupure, c'est que l'équipe qui gère le stade a voulu se priver de la source d'énergie des Néo pour utiliser le groupe. Alors, c'est-à-dire nous sommes dans un scénario où les gens ont l'énergie des Néo disponible, mais ils décident quand même d'aller utiliser le groupe. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. C'est qu'on dit. Je ne sais pas si c'est le mensonge, mais toujours est-il, c'est assez grotesque pour être vrai, parce qu'honnêtement, on ne peut pas, en situation normale, décider de basculer en situation de crise. Le groupe ne s'utilise qu'en situation de crise, et les situations de crise, c'est quand l'énergie de la société Néo n'est pas disponible, c'est à ce moment qu'on utilise le groupe. Et moi, j'ai essayé de mener ma petite investigation. J'ai beaucoup de gens qui vivent à Bépanda, c'est un quartier où j'ai beaucoup d'amis là. Ben, la réalité, c'est que Bépanda était dans le noir. Donc c'était une coupure normale. Bépanda était dans le noir, c'était une coupure normale. Mais sauf que, quand il y a une coupure normale et que les appareils de relais fonctionnent à merveille, la coupure ne met pas autant de temps que ce qu'on a observé là. C'est-à-dire, c'est maximum 10 secondes, le temps que le groupe de relais se met en branle. Mais sauf que, quand vous regardez la coupure d'hier, il y a eu coupure en 2 phases. Il y a eu une première coupure, les projecteurs du stade et quelques lampadaires qui sont dans les gradins. Mais après, même ces lampadaires des gradins sont totalement partis. Il y a une vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook où celui qui fait le reportage, lorsqu'il y a la première coupure, il est dérangé. Mais quand il y a la deuxième coupure, où tout le stade est dans le noir, vous écoutez des cris comme quoi l'indignation. Non, c'est-à-dire, honnêtement, c'est des petits couacs parce que ça peut arriver. Mais sauf que la raison qu'on avance pour pouvoir expliquer ça, elle est un peu bidon. Écoutez, nous n'avons pas créé les machines. Des erreurs peuvent arriver. Des erreurs peuvent arriver. On a vu le président sénégalais Macky Sall avec son véhicule tomber en panne en fumée. C'est des hommes qui manipulent ça. Des erreurs peuvent arriver. Mais le fait de vouloir justifier ça par quelque chose de grotesque, c'est ça qui ne passe pas. C'est ça qui ne passe pas. On a vu lors d'un défilé, la voiture de notre président de la République tomber en panne. C'est des erreurs, ça peut arriver. Des erreurs, lorsque c'est des hommes qui manipulent les machines, c'est des hommes qui les programment, ça peut arriver. Mais lorsque ça arrive,
il faut qu'on communique sur la vraie raison et non vouloir justifier parce qu'il y avait un groupe qui fonctionnait, il y avait la lumière, mais on a décidé de passer en mode autonomie ou tanché. Honnêtement, je suis un peu perdu. Pour tout dire, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Il n'y a pas de perfection. Pour sortir définitivement, alors est-ce que le Cameroun peut remporter cette compétition? Le Cameroun peut remporter cette compétition. Il a dit qu'il ne répond pas comme un supporter. Je réponds comme un analyste. Lorsqu'on regarde cette compétition, on se rend quand même compte que depuis la première édition, nous sommes à la 6e. Une seule fois sur 5, le pays organisateur a remporté. C'était le Maroc. Et lorsqu'on regarde ce pays organisateur avait quand même le WAC, le Wydad de Casablanca, qui avait gagné la Champions League. Et c'était derrière cette équipe qui était bâtie, l'équipe du Maroc qui avait pris part à la compétition. Et quand vous regardez tous les anciens vainqueurs, il y a un rapport entre les compétitions africaines de club et le vainqueur du CHAN. La RDC a remporté cette compétition à 2 reprises lorsque le tout-puissant Mazembe triomphait et gagnait les compétitions en Afrique. La Tunisie remporte cette compétition lorsque vous avez l'expérience de Tunis qui avait remporté une Champions League africaine. La seule équipe, à savoir la Libye, qui a gagné cette compétition sans toutefois être dans cette logique, c'est parce que généralement la Libye utilise son équipe. Donc l'équipe A' de la Libye, c'est aussi l'équipe nationale A. C'est-à-dire c'est une équipe, c'est des pays comme ça ont su surfer sur cette vague et faire travailler toutes ces équipes. Et quand on regarde toutes ces conditions qu'il faut remplir pour gagner le CHAN, honnêtement la seule condition que nous remplissons, c'est d'être le pays organisateur. Bon, et maintenant, si le Cameroun va gagner cette compétition, nous avons une chance sur 5. Ça peut donner, ça peut ne pas donner. Maintenant, le reste, comme je vous l'ai dit, ça dépend uniquement des acteurs, le staff, les encadreurs, les kinés, tous ceux qui travaillent au quotidien pour que ces enfants jouent. Alors, Hugo, c'est vous qui clôturez l'émission. Le Cameroun peut-il gagner, n'est-ce pas, ce CHAN? On peut rêver. Vous savez, au football, tout le monde peut gagner au football. Et puis on vous rassure, plus on est favori, plus c'est difficile parfois de gagner. Et plus on n'est pas favori, plus c'est facile pour vous de gagner. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en 2017, le Cameroun n'était pas favori, on a gagné. Je peux vous dire tellement la Grèce a remporté l'Euro 2004. Parfois même, quand vous n'êtes même pas favori, parfois il y a même du boulevard. Et laissez-moi vous dire, moi, si j'étais à la place du Cotongo, j'allais même être à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. J'allais mettre une stratégie de gestion, j'allais faire des castings imprévisibles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, le Cameroun a joué un tournoi de pression, 3 matchs. Les adversaires du Cameroun travaillent toujours en fonction de ce match. Et malheureusement, ces matchs ont des mauvais enseignements pour les adversaires du Cameroun. Puisque dans ce tournoi-là, moi, j'allais dérouter mes adversaires en mettant un autre plan de jeu. Et surtout qu'il n'y avait pas, surtout sur les 2 derniers, il n'y avait pas d'ossature des gars de coton. Donc, même comme ils étaient là contre le Ghana, ça n'a toujours pas donné. Ça n'a rien donné. Mais moi, j'allais rendre mon équipe imprévisible. C'est-à-dire, j'ai gagné aujourd'hui contre les Zimbabwéens. Mais attention, je vous change mon équipe à 50% au deuxième match. C'est ce que Hugo Broos a fait. Hugo Broos a remporté la CAN parce qu'il a rendu son équipe imprévisible. Il se qualifie contre le Gabon. Puis, pendant qu'on pense qu'il va reconduire, il met Koulou contre le Gabon. On fait un beau match 0-0. Pendant qu'on pense qu'il va reconduire la même équipe contre le Sénégal, patatras, il vous change l'équipe à 50%. Il vous met Djitam et vous met. Les gens se mettent à crier que c'est quoi ce classement de merde, tout et tout. Donc, après, on part en demi-finale, il change encore. On arrive en finale, il y a des cas des alliés, il remet tel joueur. Les gens se mettent à dire que c'est parce qu'il n'avait pas le choix. C'est faux. Parce que lui, il faisait son casting en fonction du profil du match et en fonction du match de l'instant. Il a rendu son équipe imprévisible. C'est aussi une façon. Ça y est, quand vous n'avez pas de bons joueurs, travaillez plutôt un bon groupe afin de rendre votre équipe imprévisible. Donc c'est pour ça que je dis que quand on peut remporter le CHAN, parce que le Cotongo peut faire de ce qu'on appelle sa faiblesse, sa force. Sa faiblesse, c'est quoi? C'est qu'il a fait un mauvais pré-chasse, c'est sa faiblesse. Il n'a pas une bonne équipe, mais il peut en faire une force. Il a fait une force pour dérouter ses adversaires, il renouvelle l'équipe.
C'est pour ça que je l'ai proposé tout à l'heure de mettre Jacques Zoua avant ça, pour que Jacques Zoua soit un pivot, et à quoi son joue en faux 10, en faux 9. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en guise de contribution. Alors, c'est à propos de Gobo Sankin que nous mettons en thème à 90 minutes chrono de ce jour. Rendez-vous mardi prochain, tout en espérant que les Lions pourront se qualifier avec cette victoire sur le Mali pour cette rencontre de demain.